زيك مكلا مقرنس دمي سنة سدة وريعكس حد فوضارس أنا شهو يثرى رسمي ديال الصوت اللي بس تبض سراويس أنا شهو يذمرني تقابل الموت صعرقني وعدا والفريس أنا شهو يذرى رسمي ديال الصوت اللي بس تبض سراويس أنا شهو يذمرني تقابل الموت صعرقني وعدا والفريس نقاروث أمكارا يفرو السوقيس وصل سيزيك غفت معيشت نداو ضارك نا نقار ديال التصار يتنقاروث أمكارا يفرو السوقيس وصل سيزيك غفت معيشت نداو ضارك نا نقار ديال التصار. Bienvenue dans Autant en emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1854, Lalla Fatma Nsoumer, la rebelle de la Kabylie. Juillet 1854, en Algérie, dans la vallée du Haut-Sébaou. Charles Wolfe, qui commande les troupes françaises, est blanc comme un linge. Il n'en revient pas. Ses 8000 soldats, entraînés et aguerris, munis des armements les plus modernes, viennent d'être défaits et de sonner la retraite. Devant qui? Devant une armée hétéroclite de tribus kabyles, de simples paysans en burnous descendus de leurs montagnes. Et comme si cette humiliation ne suffisait pas, l'homme qui commande cette armée de gueux est une femme, Lalla Fatma Nsoumer, surnommée la prophétesse du Djurdjura. Drapée dans des foulards colorés, couverte de colliers et de bracelets, de tatouages et de hennées, les yeux soulignés de col, cette guerrière au regard fier et farouche qui a refusé le mariage impressionne tous ceux qu'elle rencontre. Mais au-delà de l'exotisme du personnage, ce qui inquiète les Français, c'est sa capacité mi-mystique, mi-stratège à appeler les Kabyles à prendre les armes. Est-elle une héroïne algérienne ou une héroïne kabyle? En tout cas, grâce à la poésie et à la tradition orale, Lalla Fatma Nsoumer, femme émancipée et rebelle, est entrée dans la légende. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jacques Frémaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à l'université Paris IV, spécialiste de l'Algérie et de l'histoire coloniale. Est-ce qu'on connaît bien aujourd'hui la place que Lalla Fatma Nsoumer et peut-être les femmes aussi en général ont joué dans la lutte contre la présence française au XIXe siècle en Algérie? En ce qui concerne la personnalité de Fatma Nsoumer, on a, je pense, assez peu de récits. On a quelques récits français, on a quelques traditions, mais qui sont quand même assez limités. En ce qui concerne la résistance, le rôle des femmes jouées dans la résistance, c'est quelque chose, je pense, d'assez complexe. Le rôle principal des femmes dans la résistance aux Français, à l'occupation française, était traditionnellement celui toujours des femmes dans les sociétés méditerranéennes, c'est-à-dire d'encourager les hommes au combat, mais rarement de se battre elles-mêmes. Et donc le cas de ces personnes qui finalement sont des femmes qui mènent le combat elles-mêmes au milieu des guerriers, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Alors l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en 1851, à ce moment-là où en est la colonisation de l'Algérie. Alors la colonisation de l'Algérie en 1851 est déjà bien avancée, puisque le débarquement de 1830, quelques années d'hésitation, et puis surtout à partir de 1840, l'occupation générale du pays, donc menée par le maréchal Bugeaud, sous la direction du maréchal Bugeaud, par une armée très nombreuse, de près de 100 000 hommes, entre 1840 et 1848 à peu près.
Donc ce qui a été occupé quand même, ce sont essentiellement les zones de plaine, ou les zones, la plus grande partie de l'Algérie, ou les zones relativement montagneuses, mais qui étaient assez accessibles. En revanche, le massif kabyle, donc qui se trouve à l'est d'Alger, a été à peu près épargné ou n'a été plutôt encerclé que conquis. Donc il y a une poche de résistance kabyle. Disons que l'idée des Français, c'était que la Kabylie n'était pas quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'elle était, on n'était pas obligé de la traverser pour franchir des passages importants d'une province à l'autre, entre par exemple Alger et Constantine. Elle était donc un petit peu, on pouvait ne pas l'occuper. On considérait que ce serait une région difficile à occuper, étant donné qu'elle est extrêmement montagneuse, avec des populations très guerrières. Et donc l'idée des Français, depuis Bugeaud, c'était plutôt d'isoler la Kabylie, d'essayer de l'affaiblir de manière diplomatique, en passant des traités, en corrompant, ou en tout cas en se gagnant un certain nombre de chefs locaux, en espérant que peu à peu, donc, les Kabyles finiraient par se soumettre comme l'ensemble des populations d'Algérie. Alors qu'est-ce que c'est que la Kabylie ? Vous avez parlé des Kabyles, vous avez parlé de ce massif du Djourdjoura, on parle des Berbères. Quel est le sens de ces mots, précisément ? Alors, la Kabylie, donc, c'est un massif montagneux qui se trouve à l'est d'Alger, avec, effectivement, le Djourdjoura, c'est la zone la plus montagneuse de cette région, la plus élevée, autour de à peu près à 3000 mètres. Alors, on parle de Kabyle. Le mot Kabyle vient d'un mot arabe qui veut dire les tribus. Kabaïl, ça veut dire les tribus. Ce sont des populations, eux-mêmes se désignaient et se désignent toujours sous le nom de Imaziren, c'est-à-dire les hommes, et plus précisément même les hommes libres, avec une connotation de liberté. Ils appartiennent donc à un ensemble linguistique qu'on appelle les Berbères. Mais les Kabyles ne sont pas arabes. Alors, là, c'est le problème. Non, ils ne sont pas arabes si on considère que arabes, ils ne sont pas arabophones si on considère que le mot arabe désigne des gens qui parlent l'arabe. Leur langue, donc, était une langue berbère, et également, ils avaient un certain nombre de traditions, et notamment des traditions juridiques qui n'étaient pas empruntées directement au Coran. Donc, il y avait une culture très différente de la culture qu'on peut considérer arabe du reste de l'Algérie. En ce qui concerne les origines ethniques, c'est peut-être un peu différent car la plupart des spécialistes considèrent qu'au fond, l'ensemble de la population de l'Algérie était berbère, l'apport ethnique arabe a été assez faible et qu'au fond, il y a d'une part des berbères et d'autre part des berbères arabisés. Voilà, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Alors Jacques Frémaux, je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes pour parler à nouveau de Lala Fatma Soumer. Tout de suite, 1854, Lala Fatma Soumer, la rebelle de Kabylie, un texte de Sarah Mordi, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation... De la refermer derrière lui, quel idiot. La tête qu'il fera quand il verra que je me suis enfuie. À quoi s'attendait Mohen en me mariant de force à notre cousin? 1 mois que je suis enfermée ici comme une bête sauvage. 1 mois sans voir le moindre rayon de soleil. Mais je suis fière de moi. À force de hurler jour et nuit et de me jeter contre les murs, il ne m'a pas touchée une seule fois. Il a peur de moi. Je le vois dans ses yeux. Il doit penser que je suis possédée par un djinn ou je ne sais quel démon. Dans peu de temps, tout le monde connaîtra mon vrai visage. Allah me le montre en rêve. Je ne suis pas née pour être une épouse. J'ai une mission à accomplir. Bientôt, je serai sur les champs de bataille pour chasser les Français de Kabylie. La nuit est tombée. C'est le moment de filer. Mai 1851, en plein cœur du Djourdjoura, une région montagneuse de la Kabylie, à l'est d'Alger, qui résiste encore à l'invasion française. Lala Fatma Soumer, jeune femme de 21 ans, a été mariée de force par son grand frère Mohand à un cousin maternel. Comme elle refuse de lui céder son corps et son esprit, il la punit en l'enfermant dans l'étable attenante à la maison. Mais ce soir, profitant de l'inattention de son mari et geôlier, Fatma s'enfuit. Elle prend la direction de Ouerdja, le village de son enfance.
Elle avance avec assurance sur les sentiers accidentés des montagnes qu'elle connaît bien. Malgré la joie de retrouver son village, elle reste prudente. Les troupes françaises ont gagné du terrain. Lala Fatma Ben Soumer ne le sait pas encore, mais elle sera bientôt une héroïne de la résistance kabyle. Les Français occupent la vallée du Oued Soumam. Je dois faire un détour. Passer plus à l'ouest. Quelqu'un est assis là-bas. Pourvu que ce ne soit pas un Français. Je donne pas cher de ma peau seule au milieu de la nuit, une indigène en plus comme ils disent. Mais non. C'est une vieille femme. J'ai eu si peur. Hadja, que fais-tu ici assise sur cette pierre, toute seule dans le noir? Tu as froid. Tiens. Couvre-toi. Hadja, regarde-moi. Tu viens de quel village? Ils ont tout brûlé. Nos champs, nos arbres, nos maisons, tout a brûlé. Ils ont tiré sur nos maris, sur nos enfants. J'ai vu des têtes rouler à terre, ma fille. Chut, calme-toi. Ils criaient, mais je comprenais pas ce qu'ils disaient. Ils ont commencé à tirer. J'ai eu peur, alors je me suis caché. Mon fils m'a trouvé, il m'a supplié de partir. J'ai marché si longtemps. Je peux plus avancer. Mes enfants, mon mari. Comment j'ai pu abandonner ma famille? Hadja, viens avec moi. Les Roumis sont dans nos montagnes, ma fille. Ils ont détruit le village des Azezna, des friquettes et maintenant le nôtre. Toutes nos récoltes, nos bêtes, nos arbres fruitiers, nous n'avons plus rien. D'abord, ils s'en sont pris aux Arabes et maintenant ils s'en prennent à nous. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils nous traitent comme des moins que rien? Ces soldats ont l'âge de mes fils. Tu te rends compte? Hadja, écoute-moi. Je ne vais pas les laisser faire. Je te promets de les renvoyer chez eux de l'autre côté de la mer. Mais pour le moment, nous devons nous mettre à l'abri. Allez, viens, lève-toi. Viens avec moi. Non, non, je dois rester ici. Mon fils, il doit me chercher partout. Pas question que tu restes toute seule ici. Je t'emmène à Ouerdja. Si les Français te trouvent, tu ne reverras jamais ta famille. Laisse-moi. Tu seras plus en sécurité à Ouerdja. C'est un village de résistants, ils te protégeront. Allez, viens, lève-toi. Voilà. Et regarde bien où tu mets les pieds. Hein. La nuit, les chemins sont infestés de serpents. C'est bien. Après plusieurs jours de marche, Fatma et la vieille femme arrivent à Ouerdja. C'est ici qu'elle a grandi, entourée de ses parents et de ses 7 frères et sœurs. Avant sa mort, leur père y dirigeait une zaouïa, une école coranique dont l'enseignement est strictement réservé aux garçons. Mais Fatma restait cachée derrière la porte de la zaouïa pour écouter les jeunes garçons psalmodier. En ce début d'après-midi d'été, elle aperçoit son frère Mohand Tayeb assis à l'ombre d'un arbre. Fatma, viens me. C'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais à Ouerdja? Ton mari sait que tu es ici? Hadja, ici, c'est ma maison. Tu peux aller t'y reposer. T'as une merde, Fatma. T'as une merde. De rien. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Qui est cette femme? Je l'ai rencontrée sur la route de Iferhunen. Elle fait partie des Haïtedes. Leur village a été attaqué par les Français, alors je l'ai amenée ici. Et comment tu t'es retrouvée sur une route si loin du village de ton mari? Je me suis enfuie. Comment ça, enfui? Qu'est-ce qui t'a pris? On enterrait à peine notre père que tu m'as jeté dans les bras de notre cousin. C'est toi qui as choisi qu'il soit mon mari, pas moi. Pour qui tu te prends? Tu te crois au-dessus des lois, c'est ça? Quand vas-tu enfin grandir et te comporter comme une vraie femme? Ma vie ne t'appartient pas. Je ne dois pas servir un autre qu'Allah. Notre père, lui, l'avait compris. Compris? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il était épuisé par ton comportement de petite fille gâtée. Te faire passer pour une folle dès qu'un homme te demande en mariage. Tu te rends compte de ce que tu as fait endurer à notre père et maintenant à ton mari? Ils avaient une réputation à tenir et tu as tout gâché. C'est plus fort que toi. Tu ne peux pas t'en empêcher. Arrête, Mohand.
Tu veux servir Allah. Commence par faire ce pourquoi il t'a créé. Retourne auprès de ton mari. Le village de cette femme n'est plus qu'un tas de cendres. Toute sa famille est sûrement morte alors qu'il est. Et toi, la seule chose qui compte pour toi, c'est que je sois une bonne épouse. Les Français gagnent du terrain, Mohamed. Si on ne fait rien, ils nous abattront tous. Tu sais, Allah me parle dans mes rêves. Ces rêves sont des lumières. Elles nous éclairent pour que l'on reste amazigh. Des hommes et des femmes libres. Libres de prier notre Dieu, de parler la langue de nos ancêtres, d'avancer sans jamais mettre un genou à terre. Ma place est au combat. Et si je dois donner ma vie pour libérer la Kabylie, je le ferai, sans hésiter. Subhanallah, ma pauvre Fatma, tu es complètement folle. Si la folie, c'est se battre pour sauver des innocents, alors oui, tu as raison. Je suis folle alliée. Quand ton mari viendra te chercher, ne compte pas sur moi pour l'arrêter. Tu sais ce qu'il va faire de toi? Une femme suspendue, ni mariée, ni répudiée. Une moins que rien qui ne pourra jamais refaire sa vie, ni fonder une famille. Après tout, c'est tout ce que tu mérites. Qu'il fasse de moi une femme suspendue. Tant que je ne suis l'épouse de personne, cela m'est complètement égal. Je n'ai plus rien à faire à Warja. Adieu, Mohamed. Comment j'ai pu imaginer un instant que Mohamed me comprendrait? Il a toujours été dur avec moi. Me voilà seule. Et s'il avait raison? Si j'étais folle? Mais alors pourquoi je fais le même rêve toutes les nuits? Pourquoi ce serpent qui aspire la vie et que je ne parviens pas à arrêter? Il n'y a que Tahar qui puisse trouver une explication à tout ça. Fatma se rend au village de Soumer où vit Tahar, un autre de ses frères. Il y occupe la fonction de cheikh et se charge de l'éducation religieuse des habitants. Ton mari doit se chercher partout. Que s'est-il passé? Je me suis enfuie. Je peux rester à Soumer quelque temps? Bien sûr. Tu es ici chez toi. Merci. Tahar, j'ai quelque chose d'important à te dire. Toi, je sais, tu vas me comprendre. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Je suis un aigle et je plane au-dessus d'une vallée verdoyante traversée par une très grande rivière. Dans les herbes hautes, j'aperçois un serpent gigantesque. Il se dirige vers la rivière et se met à boire toute l'eau. À mesure qu'il boit, des maisons aux toits de tuiles apparaissent. Je distingue aussi une multitude de corps comme des tas de petites pierres endormies. Le serpent est sur le point d'assécher la rivière, alors je fonce sur lui et je plante mon bec dans sa chair 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il tente de m'attraper dans ses crocs, il fonce sur moi la gueule béante et je me réveille en sursaut. Je suis persuadée que ce rêve est un message d'Allah. Tahar, est-ce que je suis folle? Folle? Pas du tout. Tu as toujours eu beaucoup d'intuition. Une intuition extraordinaire. Quand nous étions petits, ta clairvoyance nous a sauvé la mise plusieurs fois. Et selon toi, qu'est-ce que ce rêve veut dire? Malheureusement, je pense que le message est clair. Tôt ou tard, les Français vont nous attaquer. Il faut le prendre très au sérieux, Fatma. Nous devons alerter au plus vite les tribus, former des moudjahidines, fabriquer des armes. Et l'attaque du serpent? Ça ressemble à une mise en garde. Seuls nous n'arriverons pas à les chasser du Djurdjura. Il y a 2 jours, j'ai assisté à un conseil des chefs religieux de plusieurs tribus. Parmi eux, il y avait le shérif Bobala. Boubarla? Un ancien lieutenant de l'armée de l'émir Abdelkader. Il est arrivé en Kabylie après avoir refusé de se rendre aux Français suite à une défaite. En peu de temps, il a rassemblé toute une armée et a remporté plusieurs batailles. Il doit venir de nouveau dans quelques jours. Il faut que tu le rencontres. Oui, mais comment peux-tu être sûr qu'il ne nous trahira pas? Regarde les chefs de Amroua. Il disait être des nôtres et il n'a pas hésité un instant à s'allier aux Français quand il s'est senti menacé. Fatma,
Nos moudjahidines sont des paysans, des bergers, des artisans. Ils n'ont jamais eu à se servir d'une arme. Les Français sont beaucoup plus nombreux et ils possèdent des machines de guerre que nous n'avons jamais vues. Nous devons prendre ce risque. Il faut attendre. Attendre? Attendre quoi? Un signe. Tous les signes sont là. La sécheresse qui s'abat sur le pays, sur nos récoltes, les épidémies qui déciment nos troupeaux, les populations. Et pour finir, ton rêve. Le temps presse et l'union est le seul moyen de mettre un terme à ces tragédies. Je dois y réfléchir. Mai 1854. 3 ans ont passé depuis l'arrivée de Fatma à Soumer. Dans la magnifique plaine de Tadmaït, en amont de la rivière du Sebaou, Jacques-Louis Randon a installé son campement. Âgé de 59 ans, cet ancien ministre de la guerre a été nommé par l'empereur Napoléon III au prestigieux poste de gouverneur d'Algérie en décembre 1851. En cette qualité, Randon détient le pouvoir administratif et militaire et orchestre l'évolution de la conquête sur le territoire. Après un premier triomphe dans le massif montagneux des Babors, où il est parvenu à briser l'indépendance de la Kabylie orientale, Randon doit toujours faire face à une forte résistance dans le reste de la région. Mais il compte sur le capitaine Wolf pour en venir à bout. Gouverneur. Capitaine Wolf. Entrez, je vous en prie. Un peu d'eau? Volontiers, merci. L'air est si sec dans ce pays. Nous sommes bien loin de l'air normand. Vous êtes originaire de Normandie? Non, d'Auvergne. Mais un très bon ami avec qui j'ai fait Saint-Cyr a une propriété à Dieppe. J'ai eu l'occasion d'y passer quelques jours. L'Auvergne, charmante région. Néanmoins, je dois vous l'avouer, je me surprends à aimer les montagnes du Djurdjura. C'est vrai qu'elles sont belles. On ne peut pas en dire autant des coutumes locales. Les hommes d'ici ont l'air de s'être habillés avec un drap au saut du lit. Capitaine, vous vous en doutez, je ne vous ai pas fait venir pour parler ni du fond de l'air ni des coutumes locales. En effet. Avez-vous déjà vu un serpent, mon capitaine? Enfant, oui. Sur un chemin de terre derrière la maison de mes parents, je suis tombé nez à nez avec une couleuvre. Savez-vous ce que j'admire le plus chez le serpent? Sa rapidité. Sa discrétion. C'est grâce à cela qu'il parvient à capturer sa proie. Il se fraye un chemin dans les herbes hautes, sans un bruit, et quand il sent le moment propice, il bondit sur elle et la saisit à pleine gueule. La discrétion, c'est aussi une grande qualité pour un militaire. Je vais être franc avec vous. Mon ambition pour ce pays est sans limite. Sous mon administration, nous avons déjà réalisé de grandes choses. Des routes, des ponts, des viaducs, des écoles. Il faut aller plus loin. Exploiter les mines, les forêts, construire des chemins de fer. Imaginez à quoi ressemblera ce pays quand nous l'aurons pris en main. Aujourd'hui, il n'y a qu'un obstacle qui m'en empêche et dont je veux me débarrasser. Je vous écoute. En qualité de chef du bureau arabe d'Alger, les missions qui vous sont attribuées vous confèrent une connaissance très précise du pays et de ses habitants, n'est-ce pas? Économie, justice, santé, vie religieuse. Ce pays n'a aucun secret pour moi. Et je partage votre ambition. Capitaine, vous êtes l'homme qu'il me faut. Venez voir. Cette carte retrace la progression de notre armée sur tout le territoire algérien. Nous avons jeté les bases d'une domination solide sur la plus grande partie du pays, de l'Algérie du Tel jusqu'à Constantine. Et ce, ne l'oublions pas, grâce à la collaboration de marabouts et de chefs d'ethnie, mais aussi de caïds que nous avons eu la brillante idée de nommer à la tête de grandes tribus. À présent, il y en a même qui poussent des cris de joie sur notre passage. C'est le charme de l'Orient. Si seulement ce sens de l'accueil pouvait gagner tous les esprits rebelles. Je ne vous le fais pas dire. Et comme vous le savez, le départ d'une partie considérable de nos hommes pour la guerre de Crimée ne nous facilite pas la tâche. On en aurait bien besoin ici en Kabylie, où les dissidents sont particulièrement féroces. Avez-vous entendu parler d'un certain shérif Boubagla, qui prêche la guerre sainte et excite les insoumis? On le surnomme... L'homme à la mule. Oui. Oui, j'en ai entendu parler. Un homme violent qui a soulevé les populations contre nous dans la vallée de l'Oued Sahel. Toujours prêt à se servir de ses armes.
Il appartient à quelle tribu, le savez-vous? Son origine est auréolée d'un certain mystère. Selon les versions, c'est un berbère de la tribu des Al-Attaf, un Marocain, un ancien spahier originaire de la commune algérienne de Miliana, ou encore un bagnard évadé de Toulon. Il aurait une 40aine d'années, la peau brune, le nez camus prolongé par une épaisse barbe noire. L'ensemble, d'après ce que l'on m'a dit, est assez laid. Quoi qu'il en soit, nos troupes vivent un véritable enfer. Cette guerre nous a déjà coûté beaucoup trop d'or et de sang. J'ai décidé que nous devions l'éliminer, lui et tous les fanatiques qui le soutiennent. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le gouverneur. Bien. Si nous soumettons ces tribus à Eton Boubagla, les autres suivront. Nous attaquons le mal à la racine en commençant par le nid de la résistance, le Djoudjoura. Pendant ce temps, au village de Soumer, Fatma, allongée sur une natte, ne parvient pas à se rendormir. Encore ce rêve. Mais cette fois-ci, je n'étais pas seule face au serpent. Des milliers de mules étaient à mes côtés. Voilà le signe que j'attendais. Le 12 novembre 1848, la France avait proclamé l'Algérie comme territoire français et pris en charge toute l'administration du pays. Toutefois, son armée, présente sur le littoral et dans les grandes villes, devait encore conquérir l'intérieur du pays. 6 ans plus tard, le gouverneur Randon, qui rêve d'être celui qui soumettra les Kabyles, envoie ses troupes dans le Djoudjoura. À Soumer, Fatma raconte son rêve à Tahar et aux habitants. Immédiatement, ils sont nombreux à se porter volontaires pour sillonner la Kabylie et alerter les populations. Fatma rencontre pour la première fois Boubagla dans la Zaouïa de Soumer. Voici donc la prophétesse du Djoudjoura. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Et que dit-on? On dit que tu as préféré une vie de dévotion et de méditation à celle d'épouse, qu'en peu de temps tu as rallié les villageois à notre cause et que même les hommes te laissent assister à leur rassemblement pour recevoir tes précieux conseils. Enfin, on dit que tes rêves sont des messages d'Allah. Alors ce que tu as entendu est vrai. Et j'ai rêvé que nous combattions ensemble. C'est la première fois que nous nous rencontrons, il me semble. Comment peux-tu être sûr qu'il s'agissait de moi dans ton rêve? Dans ce rêve, Allah me montre des milliers de mules. Ce message t'est aussi destiné, non? En temps de guerre qui ne rêve pas de champ de bataille. Quand mon frère Tahar m'a dit de te rencontrer, je me méfiais aussi. Écoute, les troupes françaises vont attaquer plusieurs villages dans le Djoudjoura. Si nous arrivons à nous unir, nous les chasserons de la vallée du Sebaou. Mes Moudjahidines sont déjà en route. Et nous avons formé une armée de Moussabilines, prêts à se sacrifier. Je compte sur toi pour prévenir tes hommes. Nous devons faire vite. Tu as des hommes prêts à te suivre, c'est déjà un très bon point, mais sur le front, des Moudjahidines sans de bonnes armes sont peu de choses. Ont-ils des sabres, des poignards à double tranchant, des lances, des fusils, des boucliers? Nos forgerons ont fabriqué tellement d'armes que je pourrais équiper chacun de tes guerriers. D'autres questions? As-tu un plan? J'ai rêvé de cette bataille des centaines de fois. Je sais exactement ce que nous devons faire. La bataille contre les troupes du capitaine Wolf se déroule dans la vallée du Haut-Sebaou, nom de la principale rivière en Grande Kabylie. Après s'être rendus sur les crêtes qui entourent la vallée, Fatma et Boubagla se dissimulent avec leurs moudjahidines dans les reliefs et les ravins des montagnes. Amassés dans la plaine, 8000 soldats français, sous les ordres de généraux et du capitaine Wolf, se font surprendre. La bataille éclate sous une chaleur écrasante. Perché en haut d'une crête, le capitaine Wolf voit ses hommes dépassés par la ténacité des moudjahidines et fait sonner la retraite. Au départ, je n'étais pas sûr qu'il s'agissait d'une femme. D'ordinaire, elles sont là seulement pour encourager les moudjahidines, pas pour diriger les opérations. Mais je vous assure, je n'ai pas rêvé, monsieur le gouverneur. Une femme était bien présente aux côtés de Boubagla. Une femme générale de guerre. On aura tout entendu. Pouvez-vous m'expliquer comment on en est arrivé là, capitaine? Un an que jour après jour, patiemment, nous gagnons du terrain sur ces terres hostiles. Et aujourd'hui, vous m'affirmez que vous avez fait sonner la retraite face à une femme. C'est exact. J'ai reçu cette lettre de l'empereur. Lisez-la, capitaine.
Eh bien, qu'attendez-vous? Lisez-la. Mon cher gouverneur, j'ai lu avec le plus vif intérêt et avec satisfaction le rapport que vous m'avez adressé sur votre dernière expédition en Kabylie. Je n'étais pas sans inquiétude, je vous l'avouerai, et vous devez le comprendre, mais le récit glorieux des faits d'armes de nos troupes et les avantages qui en résulteront m'ont redonné une pleine confiance. D'abord, la leçon est trop sévère pour ne pas profiter pendant longtemps à ceux qui l'ont provoquée. Ensuite, l'Europe verra bien que malgré la guerre qui occupe si loin une partie de nos forces, et malgré le nombre de celles qui restent en France, l'intégrité de nos possessions d'Afrique sera toujours sauvegardée. Recevez avec mes remerciements, mon cher gouverneur, mes félicitations sincères et croyez à mes sentiments. Napoléon III. Donnez-moi ça. Pendant de longs mois, je me suis armé de patience pour le convaincre que la soumission des Kabyles est primordiale. Que si une guerre éclatait en Europe, la Kabylie pourrait devenir un grave danger pour la tranquillité de notre colonie. Avec ses montagnes et cette ouverture sur la mer, les indigènes recevraient de la poudre, des armes, des agents ennemis, et feraient de leur pays le foyer d'une insurrection générale. J'ai conscience que la situation... À votre avis, capitaine Wolf, que va penser l'empereur quand il apprendra que vos hommes ont fui devant une indigène? Écoutez-moi bien. Il faut impérativement reprendre le dessus avant que tout cela ne dégénère. Oui, monsieur le gouverneur. Dites-moi de quoi elle a l'air. D'une sorcière. Elle est très massive, vraiment très massive. Mais en même temps, d'une grande beauté. C'est troublant. Elle a de longs cheveux noirs qui s'étirent jusqu'en bas du dos, et son regard... Des hommes qui l'ont vu de près m'ont dit que quand il se pose sur vous, c'est comme si vous étiez transpercé par des milliers de lames. Elle vous pétrifie. Reprenez-vous, Wolf. Ses bras sont couverts d'étranges tatouages et elle est entièrement parée de bijoux d'argent, peut-être des talismans. Tous ses vêtements, de sa robe jusqu'au tissu qu'elle porte sur la tête, sont rouges. Les indigènes disent qu'elle est un messager de Dieu. Croyez-moi, Dieu a autre chose à faire que d'envoyer des messages à une femme. En tout cas, tous les Kabyles, hommes et femmes, la soutiennent. Je crains qu'elle n'attise chez eux une rage contre la France qu'il nous sera difficile d'éteindre. Cet illuminé joue de son pouvoir de femme pour les manipuler avec ses hallucinations. Nous n'allons pas en rester là. Capitaine, pensez-vous sincèrement que Dieu nous aurait laissé arriver jusqu'ici si cette conquête était une erreur? Non, monsieur le gouverneur. Bon. Combien d'hommes avez-vous perdu? Plusieurs centaines. Et beaucoup sont dans un état critique. Cette femme est un aigle, monsieur le gouverneur. Elle fonce sur sa proie, et une fois qu'elle la tient entre ses griffes, elle ne la lâche plus. Je ne crains ni les mules ni les aigles. Je vais commencer par ordonner à tous les cheikhs d'infliger de lourdes amendes aux tribus qui soutiennent ces agitateurs. Quand les gens ont faim, ils sont bien plus dociles. Et que fait-on pour Boubagla et la femme? Je vais leur adresser un message qu'ils ne pourront pas oublier. Je ne comprends même pas comment ces tribus parviennent à s'entendre et fomenter des attaques sans une langue nationale. Cette région est pleine de mystères. Lalla Fatma Nsoumer a seulement 24 ans quand elle remporte cette première bataille. La victoire et son alliance avec Boubagla sont un nouveau souffle pour les Kabyles. De nombreuses tribus emportées par cet élan se joignent à eux pour gonfler les rangs de la résistance. Quand Fatma et Boubagla arrivent à Soumer, ils sont accueillis par une pluie d'applaudissements et de you-you. Pour célébrer la victoire, un copieux repas est préparé et l'on sacrifie un coq en signe de prospérité. Mais Fatma, elle, reste pensive. Elle finit par se retirer au calme de la zaouïa. Fatma, je t'ai cherché partout. Viens donc fêter la victoire. Ta victoire. Nous te devons beaucoup. Sans toi, nous aurions été surpris par Wolf et ses troupes. Tout va bien? Nous devons préparer la prochaine attaque. Du calme, les Moudjahidines sont harassés de fatigue. Prenons le temps de savourer notre bonheur, de nous reposer. Après ça seulement, nous penserons à l'avenir. Comment peux-tu penser à faire la fête et à te reposer? Même en temps de guerre, il faut vivre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un rêve qui te dit de repartir tout de suite au combat? Non, pas encore, mais... Alors, tu vois, même Allah veut qu'on se repose. Allez, viens fêter la victoire et reprendre des forces. Ne t'en fais pas.
Nous repartirons bientôt à la chasse aux serpents. Pour le gouverneur Randon, la défaite contre les troupes de Lala Fatma Nsoumer et de Boubagla a un goût amer. Déterminé à mettre fin à la résistance, il ordonne à plusieurs généraux de détruire les villages qui soutiennent le mouvement. Les caïds sont chargés de traquer les dissidents. Le shérif Boubagla, saisi d'un pressentiment, fait venir un barbier pour lui raser la tête. Il faut que ma tête soit propre, car bientôt elle sera promenée dans toutes les tribus. Boubagla meurt le 26 décembre 1854 sous la main du caïd Lakhdar al-Mokrani, qui, après l'avoir blessé par balle, le décapite et plante sa tête au bout d'une pique. Elle est ensuite promenée et exposée aux yeux de tous dans plusieurs villages pour dissuader les Kabyles de se soulever. Les Roumis pensent que la mort de Boubarla va arrêter le mouvement. Comme ils se trompent. Ils veulent être notre pire cauchemar. Je vais devenir le leur. Mes frères, mes sœurs, je sais à quel point la mort de Boubarla vous meurtrit, mais je vous le demande. Au nom de notre amour pour la Kabylie, au nom de la justice et de la liberté, au nom de nos ancêtres, de toutes celles et ceux qui sont morts dans cette guerre, ne laissons pas les Français gagner. Depuis toujours, nous nous battons pour sauver nos traditions, notre identité berbère. Ne baissons pas les bras. Relevons la tête. Restons dignes et poursuivons le combat. Lala Fatma Nsoumer remporte de nouvelles victoires. L'armée française, dépassée par les soulèvements, réclame du renfort. En 1857, près de 35 000 soldats désormais font face aux insurgés. Le 25 juin, Lala Fatma Nsoumer attaque le fort Napoléon, une des bases militaires du gouverneur Randon. Mais malgré toute sa ferveur et celle de ses 5000 moudjahidines, elle perd la bataille d'Ichériden. Elle va trouver refuge au village résistant de Taklit. Capitaine Wolf, il me faut cette femme. Absolument. Et si vous leur faisiez croire que vous êtes prêt à envisager la paix? Poursuivez. Ils enverraient un de leurs représentants. Vous lui feriez croire que vous êtes ouvert à entamer une discussion et prolongeriez les négociations toute la nuit et... Pendant ce temps, j'enverrai le capitaine Youssouf et ses hommes repères de Lala Fatma Nsoumer pour la capturer en pleine nuit. Exactement. Brillante idée, capitaine. Mais il y a un proverbe ici qui dit « Celui que le serpent a piqué prend peur d'une simple corde. » Si Lala Fatma Nsoumer se doute de quoi que ce soit, elle s'enfuira. Cette fois-ci, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 1857, alors que le capitaine Youssouf et ses hommes se rendent au repère de Lala Fatma Nsoumer, des délégués kabyles arrivent au campement du gouverneur Randon. Dans un premier temps, Randon demande que Fatma se livre d'elle-même aux Français et que tous les moudjahidines remettent leurs armes. Les délégués kabyles sont conscients que la défaite d'Ichériden marque la fin de l'indépendance berbère, mais ils ne cèdent pas et formulent 4 propositions. La première, que l'armée française respecte les tribus et reconnaisse leur village comme leur propriété. La deuxième, que les chefs de la résistance ne soient pas poursuivis ou assassinés pour leurs convictions et leur engagement. La troisième, que l'armée française ne prélève plus d'impôts aux tribus. Enfin, que les Français se tiennent à l'écart de toutes les agglomérations kabyles. Randon feint d'accepter et demande en échange le dépôt immédiat des armes. Au moment où les négociateurs pensent avoir trouvé un accord, un officier pénètre sous la tente et informe le gouverneur de la réussite de son plan. Gouverneur ? Messieurs, il y a un léger changement. Vous êtes en état d'arrestation. Au même moment, au village de Taklit, Lala Fatma Nsoumer est arrêtée par le capitaine Youssouf, puis conduite au campement du gouverneur Randon. Alors c'est vous, la fameuse Lala Fatma Nsoumer? Quel âge avez-vous? 27 ans. Vous entendez, mon capitaine? Oui, monsieur le gouverneur. Si jeune et déjà général de guerre. Les femmes kabyles ne sont pas mariées à votre âge? Je dois vous avouer que vous me causez bien du souci, madame. Et vous?
Que faites-vous? Mon devoir. Exterminer tout un peuple? C'est ça votre devoir? Exterminer? Certainement pas. Éduquer, civiliser, partager le savoir. Le monde doit évoluer. Et dans cette perspective, la France a pour mission de civiliser les pays qui en ont besoin. Aujourd'hui, vous nous dominez physiquement. Mais je peux vous assurer que vous n'arriverez jamais à dompter nos esprits. Surtout le vôtre, semble-t-il. On dit même que cet esprit admirablement farouche est visité dans ses rêves par Dieu. Votre histoire me fait penser à celle d'une certaine Jeanne d'Arc. Une femme très courageuse, fort pieuse. Vous êtes en quelque sorte la Jeanne d'Arc du Djurdjura. Et, tout comme elle, il semble que votre Dieu vous ait abandonné. Tuez-moi, si c'est ce que vous voulez. Vous tuez? Au contraire. Je vous offre la possibilité de vous tenir loin des tourments de la guerre. Là où vous allez, vous pourrez vous abandonner totalement à vos rêveries. Fatma est placée en résidence surveillée. Suite à sa capture, les Kabyles sont frappés d'une indemnité de guerre de 2 millions de francs. Après 6 ans de captivité, Lala Fatma Nsoumer mourra à l'âge de 33 ans. Sa mort prématurée sera due sans doute aux mauvaises conditions de sa détention et au profond chagrin provoqué par la mort de son frère Tahar, également détenu. L'incarcération et la mort de Lala Fatma Nsoumer mettront fin à la résistance kabyle. Pourquoi les hommes ont-ils toujours besoin de maintenir les femmes enfermées? Je suis si fatiguée. Tahar me manque. Les montagnes me manquent. Si mon chemin s'arrête ici, c'est que c'était écrit. C'est la fin d'une bataille, pas celle de la guerre. Un jour, les Français retourneront de l'autre côté de la mer. Et un jour aussi, la Kabylie sera libre. Ma vie a été courte, mais je suis restée fidèle à ce que je suis. Aucun homme, quel qu'il soit, n'aura eu le pouvoir sur mon corps ni sur mon esprit. Même morte, je serai pour toujours une insoumise. « 1854, Lala Fatma Nsoumer, la rebelle de Kabylie, de Sarah Mordi, avec Lala Fatma Nsoumer, Toufan Manoucheri, la vieille femme Farida Ouchani, Simohan Tayeb, Mohand Mahazoug, Sitar Redouane Behache, Boubagla Mustafa Abou Rachid, le gouverneur Randon Daniel Königsberg, le capitaine Wolf Glenn Maros, bruitage Patrick Martinache, prise de son, montage et mixage Claire Levasseur et Étienne Collin, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Pascal Deux. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Lala Fatma Nsoumer avec mon invité Jacques Frémaux.
Jacques Frémaux, Lalla Fatma El Soumer est un personnage assez fascinant, elle a une existence brève, et c'est étonnant cette femme, à la fois prophétesse et guerrière. C'est un personnage qui a une résonance dans la culture kabyle aujourd'hui et algérienne. D'abord, je crois que ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'effectivement, dans l'histoire des pays méditerranéens et aussi des pays berbères, de temps en temps, à des périodes particulièrement tragiques, on voit apparaître des femmes qui brisent justement tous les cadres de la société. C'est souvent le cas, c'est souvent pendant les guerres que les femmes se... Oui, c'est vrai. Mais là d'une façon qui est quand même tout à fait... Quand on voit la rigidité de ces sociétés et le poids des structures sociales, c'est quelque chose qui est vraiment assez extraordinaire. Des femmes qui sont habituées à être toujours tenues à l'écart, complètement séparés des hommes et de la vie publique, et qui font irruption dans la vie publique, qui font irruption dans la guerre, alors que normalement les femmes ne portent pas les armes, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors le modèle, évidemment, pour les Berbères, c'est la fameuse Kahina, ou Kahina, qui a combattu l'invasion arabe au 7e siècle. Kahina veut dire d'ailleurs prophétesse de Vinrès, dont les enfants ensuite d'ailleurs se sont convertis à l'islam, mais qui a été quand même véritablement a été considérée comme l'âme de la résistance des tribus aux envahisseurs. Et donc le personnage de Fatma Soumer, c'est exactement obéit tout à fait au même archétype. C'est étonnant cette double casquette, si j'ose dire, de prophétesse et de guerrière. Elle fait des rêves qu'elle prétend être des messages d'Allah. C'est quoi cette religion en fait? Alors sa légitimité justement, sa légitimité vient de son caractère sacré justement. Alors effectivement, d'abord, bien rappeler toujours qu'à cette époque, les Kabyles sont musulmans. Ils se pensent et ils se vivent comme musulmans. Ils ont parmi eux des savants tout à fait compétents en matière de langue, de connaissance de l'arabe, du Coran. Et donc, même si ce sont des paysans qui pratiquent un islam un peu particulier, pour eux, la foi musulmane, c'est quelque chose de très important. Mais il y a toujours eu aussi des aspirations à un certain mysticisme. Et c'est là que vous voyez justement, alors vous aviez aussi dans la société kabyle ce qu'on appelle des confréries qui sont fondées un peu sur ce qu'on appelle le message soufi, c'est-à-dire sur davantage la méditation et l'inspiration que sur l'observance des rites, bien qu'évidemment il n'y ait pas de contradiction entre les deux. Il y a un aspect aussi assez intéressant chez cette femme, c'est donc elle refuse le mariage, enfin elle a été mariée à un cousin, un mariage arrangé comme c'est souvent le cas, elle se révolte contre ce mari et elle va devenir une femme suspendue. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors ça j'avoue que je connais assez mal, mais c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas avoir véritablement de statut si elle n'est pas mariée ou si elle n'est pas sous la dépendance soit de son père, soit de son mari. Oui, parce qu'elle n'est pas vraiment répudiée non plus. Ben non, parce que si son mari la répudie, normalement, elle doit retourner dans sa famille en quelque sorte, et elle retombe sous le contrôle de son père. Sinon, effectivement, elle est dans une espèce de no man's land qui est évidemment très inconfortable, qui rendrait la vie impossible pratiquement. Et elle bénéficie sans doute du statut de cette famille qui est la sienne, une lignée de assez cultivée aussi, prestigieuse, une famille qui a une réputation un peu particulière. Oui, sans doute. On peut dire qu'en effet, ce qui lui a permis d'abord d'avoir une certaine autorité, ça a été sans doute un savoir. Donc c'était une femme qui était relativement sans doute instruite dans la religion, de façon à parler avec autorité, en dehors justement de ces révélations prophétiques qu'elle prétendait avoir. Donc un certain appui sans doute aussi, et ça on ne pouvait l'avoir que si on était d'une famille qui était relativement élevée, une famille de notables, ça c'est tout à fait certain. Donc vous avez ces deux aspects. On a assisté dans cette histoire à des batailles, la bataille de la vallée du Haut-Sebaou par exemple. À quoi ressemblaient ces batailles? On devait avoir face à face des armées assez différentes, assez hétéroclites. En fait ce qui se passait c'est que on est dans une région montagneuse encore une fois, donc les montagnards
kabyles essayent le plus possible de se retrancher dans des positions qui sont de hauteur, bien sûr, et l'infanterie française essaye de prendre ces positions d'assaut, donc en les attaquant du bas vers le haut. Et donc, ce sont des combats, en effet, qui sont extrêmement violents, avec toutes les horreurs qu'on peut imaginer dans ces corps à corps, les Français utilisant des baïonnettes, les adversaires utilisant des sabres ou des poignards, et donc avec une violence individuelle qui est très grande. La fin de la résistance de Lala Fatma Nsoumer marque aussi la fin de la résistance kabyle, donc en 1857. Est-ce que Lala Fatma Nsoumer est une résistante algérienne ou une résistante kabyle? Bien sûr, il y a le mot de résistance qui est un peu anachronique, non pas pour dire que ces gens n'ont pas résisté, mais parce qu'évidemment, on a toujours tendance à faire le rapprochement avec la résistance, évidemment, de la deuxième guerre mondiale. Disons, bon, mais alors... Mettez-vous un peu, reprenez par exemple un peu les Perses. Qu'est-ce que défendent les gens? Ils défendent leur cité. Et au fond, que défendent les Kabyles? Ils défendent leur tribu, leur village. C'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, il y a un certain auteur qui s'appelait Masqueret, qui a dit d'ailleurs qu'on pouvait voir la forme en étudiant les Kabyles, on pouvait imaginer comment fonctionnaient les cités grecques. Vous voyez, donc ça n'est pas complètement faux. Donc, ils défendent d'abord leur maison, ils défendent leur famille, ils défendent leur village. Ensuite, évidemment, est-ce qu'ils ont l'impression de défendre la Kabylie? Évidemment, ils se battent aux côtés d'autres tribus qui sont aussi des tribus kabyles, donc il y a une solidarité. Est-ce qu'ils ont l'impression qu'il y a une entité kabyle? La Kabylie n'a jamais formé un État, elle était toujours une partie d'un ensemble, disons, algérien. Elle n'a pas cessé quand même depuis le 19e siècle d'avoir une réputation quand même de région oui, bien sûr, frondeuse. C'est une région, si vous voulez. Oui, non, mais c'est une région avec une identité forte. Mais est-ce que vraiment ils ont l'impression de défendre quelque chose qui s'appelle la Kabylie? Mais ils défendent le pays qu'ils connaissent, ils défendent, voilà, c'est le premier point. Et alors pour l'Algérie, ensuite, résistante algérienne, alors là, évidemment, les Kabyles sont forcément des Algériens, et donc effectivement, on peut dire aussi que c'est une forme de résistance algérienne avant l'heure, dans la mesure là aussi où l'État algérien, c'était une conception encore assez faible à l'époque. Alors pour ce qui est de la postérité de Lala Fatma Nsoumer, notre personnage, pendant la décennie noire de la guerre civile des années 1990, son nom a été scandé dans des manifestations. Plus tard, en 1995, on a transféré les restes de sa dépouille au carré des martyrs de la Révolution, donc décidé par les autorités algériennes. Comment interpréter ces gestes? Non, il ne s'agit pas de diminuer, bien sûr, l'image de Fatma Nsoumer, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup d'anachronisme dans ces démarches, car d'abord, on peut la considérer que ça n'était pas une femme émancipée, au sens où on parle d'une femme émancipée aujourd'hui. Je suppose pas que Fatma Nsoumer aurait fait partie d'une association féministe, par exemple. Une femme émancipée au 19e siècle, dans la Kabylie du 19e siècle. C'était d'assurer l'indépendance kabyle, mais une Kabylie qui existerait avec les mêmes structures sociales, sans doute. Elle n'avait pas l'idée de changer la condition féminine. Quant à dire que, martyr, on peut dire effectivement, c'est un témoin de la résistance des Algériens. Mais il est probable qu'en faisant transférer son corps, le gouvernement algérien a essayé aussi de désarmer les oppositions à l'intérieur des Kabyles. Bon, ça c'est tout à fait certain. Merci beaucoup Jacques Frémaux de nous avoir rappelé cette histoire un peu méconnue. Alors de vous, on peut lire La conquête de l'Algérie, la dernière campagne d'Abdelkader chez Libris en poche, et L'Algérie de 1830 à 1914, naissance d'une colonie chez Desclés de Brouwers.